L'invité de 8h30, comme chaque samedi, effectivement, sur France Info Radio et Télé avec Charlotte Chaffonjon, journaliste à Vanity Fair. Bonjour Charlotte. Bonjour. C'est vous qui posez la première question, comme chaque semaine à notre invité. Ce matin, il s'agit de Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Et alors pour commencer, on va écouter le président de la République qui s'exprimait jeudi à Colombey-les-Deux-Églises et vous faire réagir ensuite. On écoute le président. Je crois d'ailleurs que ceux qui vont dans ce sens et qui, parfois, comme dirait le général, sautent comme des cabris sur leur chaise pour vouloir une 6ème République, n'aiment simplement pas l'État et n'aiment pas qu'on décide. Alors la question est simple, Daniel Obono, vous n'aimez pas l'État ? Écoutez, je pense que c'est pas du tout la question. C'est encore une fois, on a là l'expression d'un mépris pour l'institution parlementaire, parce que je rappelle que nous sommes députés et nous avons défendu au cours des derniers mois, je crois, beaucoup plus les institutions que Monsieur Macron. Non, c'est encore une fois une tentative de diversion sur un sujet qui mérite mieux que ce genre de petites phrases. La question des institutions que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elles correspondent à l'état de la société, aux avancées et aux progrès qui ont été développés. La 5e République correspondait à une période au XXe siècle, le milieu du XXe, et a été fait quand même sur mesure pour un pouvoir particulier. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreuses, et même au-delà de la France Insoumise, à penser que il faudrait un autre régime qui corresponde plus au développement de l'éducation, au développement du savoir, aux envies de plus de droits, de plus de liberté et de plus de participation citoyenne justement. Et ça, ce serait une forme de réponse démocratique à la crise qu'on connaît aujourd'hui des institutions. Je précise d'ailleurs que selon notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, seuls 10% des Français, des personnes interrogées, disent être très attachés à la 5e République, et beaucoup estiment que ce régime est inefficace et à bout de souffle. Donc ça conforte ce que vous proposez avec la France Insoumise, c'est-à-dire changer de République et modifier les institutions. Et bien sûr, parce que encore une fois, nous, on a toujours été, en tant que militants, en tant que citoyens, en tant que aujourd'hui élus, dans l'idée qu'il faut que les citoyens et les citoyennes se réapproprient les institutions qui sont censées les représenter et traduire une volonté, l'intérêt général. Et donc, bien sûr, il faut que, à un moment donné, si on se rend compte des limites, y compris d'un système, qu'on puisse en changer. Et tout le monde fait le constat de la crise démocratique, de la grève civique qui s'est développée en France et en Europe et dans d'autres pays d'ailleurs, avec le taux d'abstention et le dégoût que la politique, et pas que la politique, les médias aussi, un certain nombre d'organisations suscitent chez les citoyens. Il y a un désengagement fort. Et quelle réponse on apporte, ou qu'apporte aujourd'hui le pouvoir, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir, continuons comme avant. Eh bien, nous, on dit que non. Justement, on veut refonder ce qui fait le commun, ce qui fait ensemble, ce qui fait la volonté de continuer à construire un collectif, du progrès social. Et ça passe par une constituante et une 6e République de notre point de vue. Tout en défendant les institutions, puisque vous dites que vous défendez les institutions oui, bien plus sûr. que le président de la République. Ah, mais bien sûr. Nous, on a été élus et on croit au processus démocratique. Aujourd'hui, en France, ce sont dans le système de la 5e République qu'on s'inscrit parce qu'on veut convaincre les citoyens, les citoyennes, une majorité. Donc nous respectons bien mieux les institutions que Monsieur Macron, qui passe des coups de fil aux sénateurs pour leur expliquer que il faut pas qu'ils aillent trop chercher trop loin, ou qui se félicite d'être totalement irresponsable quand un de ses employés se met à faire le coup de main milicien dans les manifestations. Je crois que ça, c'est un vrai mépris de l'État, et c'est une manière de fragiliser, y compris les institutions, que de défendre ce genre de vision. Cette affaire Benalla a fait que le projet de réforme constitutionnelle, et notamment parlementaire, qui devait être commencé à être discuté et débattu cet été, est repoussé au mois de janvier. C'est ce qu'a confirmé justement Emmanuel Macron cette semaine. Vous voterez contre cette réforme, ce projet de réforme constitutionnelle et parlementaire qui était justement censé moderniser un peu nos institutions? Vous savez, il y a eu plusieurs dizaines de réformes, de révisions de la Constitution qui montrent bien qu'en vérité, la 5e République, on dit stable, a été souvent remise en cause de l'intérieur. Nous sommes exprimés dans le débat. Nous avons fait un certain nombre d'amendements justement pour essayer d'améliorer, de transformer ce système. Mais nous avons justement expliqué que nous pensions que c'était complètement en deçà de ce qu'il faudrait. Et effectivement, cette réformette, parce que c'est pas une véritable réforme, c'est pas une remise en cause, cette réformette est faite
fait directement pour répondre à la volonté présidentielle d'agrandir son pouvoir et de diminuer celui du Parlement. Tout le débat, ça a été pour expliquer qu'il y avait trop de parlementaires. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que en France, qui est dans la moyenne des pays européens, la démocratie irait mieux avec moins de parlementaires? Tout a été orienté autour de ça. L'essentiel du débat. Le texte prévoit également, qui arrivera en janvier, donc peut-être que vous auriez des bonnes surprises, mais le texte prévoit également plus de souplesse et un raccourcissement de la procédure parlementaire pour permettre justement plus de fluidité dans l'examen des textes et surtout d'aller plus vite et d'accélérer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, vous qui êtes député, de tentant dans l'idée d'accélérer la procédure parlementaire? Et oui, mais ça, c'est les facilités politiciennes de La République En Marche qui expliquent qu'en allant plus vite, on fera mieux. Mais ça, c'est vrai pour tout. Il faut libérer les énergies, blablabla, et puis du coup déchirer en deux le code du travail et penser que parce qu'on aura moins de protection, tout ira plus vite. Non, on a eu le texte, on l'a étudié, et on ne pense pas, et moi, en tant que nouvelle députée, c'est la première fois que je suis députée, je me rends compte, y compris du rythme parlementaire, mais ce rythme-là, il est dû à quoi? Il est dû au gouvernement, encore une fois. Je vous rappelle que c'est le gouvernement, l'exécutif, qui a l'initiative parlementaire. 75 à 80% des lois que nous étudions, c'est le gouvernement qui décide de le mettre à l'agenda. Nous n'avons pas le pouvoir de décider on a un pouvoir très, très réduit de décider de ce que nous faisons. Donc c'est encore une fois l'exécutif qui décide de mettre 150 000 textes à l'agenda, de faire en sorte qu'on n'ait pas le temps d'aller au fond des dossiers et de nous amener ou de nous appeler. Là encore, on a appris que le texte reviendra en janvier. Voilà, ça n'a été discuté nulle part à l'Assemblée nationale. C'est Monsieur Macron qui le décide. Il était prévu pour cet été. Il était prévu pour cet été. Oui, mais encore une fois, justement, sur la procédure parlementaire, on pourrait certainement simplifier les choses. Mais moi, je ne crois pas que c'est en allant très vite, en bâclant les dossiers, qu'on est responsable et on fait un travail sérieux. Nous, en plus, on n'est pas les derniers en termes de participation parlementaire. On est 17, mais on est très présents sur les textes, grâce à nos équipes, grâce au travail de notre mouvement. Mais on considère que ce n'est pas sérieux, par exemple, d'avoir un vote sur la question du glyphosate qui a de telles implications à 2h30 du matin parce qu'il faut passer tout ça à l'as. Donc non, nous, c'est pas notre vision, même dans la 5e République, d'un travail parlementaire sérieux. Ici à France Info, on prend le temps de parler de tous les sujets. C'est pour ça que vous êtes là avec nous jusqu'à 9h. Daniel Obono, restez avec nous avant de reparler d'autres sujets à 8h40. On refait un point sur l'info avec Stéphane Milhomme. Muriel Robin poursuit dans la rue son combat contre les violences faites aux femmes. Elle organise un rassemblement ce début d'après-midi devant le palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. Après avoir joué le rôle de Jacqueline Sauvage sur TF1, cette femme condamnée puis graciée pour avoir tué son mari violent. Après aussi l'appel de la comédienne avec plusieurs artistes. C'était il y a quelques semaines dans le journal du dimanche. Jean-Marc Reiser reconnaît que Sophie Le Tan s'est bien rendue dans son appartement. Le suspect numéro 1 dans la disparition de la jeune femme change de version. Hier, devant un juge d'instruction à Strasbourg, il a fait cet aveu. La visite remonte au jour de la disparition de la jeune femme. Mais Reiser, mis en examen, entre autres pour assassinat, dément toute autre implication. Dernière ligne droite pour la présidentielle au Brésil. À la veille du premier tour, le candidat d'extrême droite est donné largement en tête avec près de 32% d'intention de vote. Jair Bolsonaro pourrait, selon certains analystes politiques, l'emporter dès demain soir. Et puis le Calvados et l'Orne, placés ce matin en vigilance orange pluie et inondation. La vigilance orange est toujours en cours pour le département de la Haute-Corse face aux orages, aux rafales de vent, mais aussi au risque de grêle, d'inondation. Météo France attend de gros orages jusqu'au milieu de cet après-midi. Vous parlez de l'exercice parlementaire, l'exercice gouvernemental n'est pas forcément tous les jours très simple. En 17 mois, on le rappelle, 3 ministres d'État ont quitté le gouvernement. François Bayrou, très vite, ensuite Nicolas Hulot et Gérard Collomb, plus récemment. On va voir avec vous dans un instant si c'est une grave crise de gouvernance. En attendant, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est ministre de l'Intérieur par intérim. Écoutez ce qu'en a dit le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. C'était jeudi chez nos confrères de BFM TV. Je ne me laisserai pas entraîner dans la petite politique politicienne que j'ai vue hier à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec les questions de l'opposition, considérant que la sécurité des Français était en danger ou en risque. Ça n'est pas vrai. Il y a déjà eu dans l'histoire de la Ve République des intérims assurés par le Premier ministre.
Alors, le remaniement devrait intervenir dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Est-ce qu'il faut vite remanier et est-ce que, comme on le voyait à l'instant, on l'entendait à l'instant, est-ce que le fait que le ministère de l'Intérieur soit, entre guillemets, vacant actuellement pose un problème de sécurité pour les Français ? Non, enfin j'espère bien que non, puisque je sais que les agents, les fonctionnaires et tout le personnel de ce ministère est à son poste et fait son travail du mieux qu'il peut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même un problème qu'il n'y ait aucune autorité politique. Alors le Premier ministre est ministre de l'Intérieur par intérim, mais on imagine bien que en réalité, il n'est pas en mesure d'assurer véritablement ce travail-là. Le ministère de l'Intérieur, c'est l'un des principaux ministères du gouvernement et en plus de la charge de Premier ministre, personne ne peut croire donc que... Donc vous dites bien que cette vacance est un problème là, parce que bien entendu, oui. Écoutez, sinon on n'aurait pas de ministère de l'Intérieur et puis on aurait un espèce de grand ministre, Premier ministre qui s'occuperait de tout. Bien sûr qu'il y a une vacance. Alors ensuite, que doit faire le gouvernement ? Nous, on parlait tout à l'heure de la 6e République. On pense que malheureusement, dans le système actuel, effectivement, l'Élysée et l'exécutif concentrent tous les pouvoirs et on se retrouve par exemple avec un Premier ministre qui apprend peut-être en même temps que nous que son ministre de l'Intérieur a décidé de s'en aller et continue à dicter ses conditions directement à l'exécutif. Il est incapable de pouvoir nous dire quand ou comment Monsieur Collomb va effectivement démissionner et on voit bien qu'il est complètement à la ramasse, comme on dit familièrement, sur le sujet. Donc c'est quand même un petit problème. En tout cas, moi, en tant que député, quand j'ai devant moi le Premier ministre qui est censé être responsable constitutionnellement, encore une fois, devant l'Assemblée nationale et qu'il est incapable d'apporter des réponses satisfaisantes, je pense qu'il y a là un problème démocratique. En tout cas, on se rapproche du remaniement. Est-ce qu'il faut un remaniement large, vaste, avec de profondes modifications, voire même de l'ouverture plutôt à gauche, puisque effectivement le gouvernement a un peu perdu certains piliers qui représentaient cette tendance. Vous attendez quoi de ce remaniement ? Écoutez, franchement, moi, je n'attends absolument rien de ce gouvernement. Je suis en désaccord avec la politique qu'il mène et qu'il a l'intention de continuer à mener, quelles que soient les personnes qui y seront. Et je vous renvoie, y compris au discours et à l'explication de Monsieur Nicolas Hulot, quand il est parti de ce gouvernement, où il a expliqué que les choix politiques qui étaient faits allaient à l'encontre d'une véritable transition écologique et montrait l'incompatibilité avec la ligne politique menée par le gouvernement. Donc moi, c'est pas à moi de la France insoumise qui suis en opposition qui va dire au gouvernement qui est-ce qu'il devrait aller chercher pour continuer à mener une politique. Emmanuel Macron dit de Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas son ennemi. Quand on vous écoute, on a un peu l'impression que la réciproque n'est pas forcément vraie. Est-ce que vous considérez le président de la République comme un ennemi aujourd'hui ? Non, je suis membre de l'opposition politique. Ça, encore une fois, c'est heureusement qu'en démocratie, la démocratie, c'est la capacité de pouvoir, y compris être en désaccord, et de l'exprimer, et de montrer... Qu'il peut discuter avec Jean-Luc Mélenchon, contrairement à une discussion impossible avec Marine Le Pen, par exemple. Oui, mais je pense que oui. Enfin, encore heureux. Des fois, on pourrait en douter, y compris par rapport à certains comportements des membres de la majorité. Mais encore heureux qu'on puisse si. Enfin, on pourrait douter de quoi ? Pardon ? On pourrait douter de quoi ? Écoutez, de la différence qu'on peut faire entre l'extrême droite et à un moment donné l'opposition démocratique et républicaine. Donc j'ai été moi-même victime d'une campagne diffamante à mon encontre vis-à-vis de la différence avec l'extrême droite. Mais passons. Encore heureux qu'on soit en capacité de s'opposer respectueusement et d'être en désaccord avec le pouvoir. Donc je pense que nous avons critiqué, nous critiquons le gouvernement, nous avons proposé énormément d'amendements sur tous les textes, mais aussi nous proposons autre chose. Donc voilà, c'est le propre de l'état de droit et de la démocratie que l'opposition puisse exprimer de manière civilisée, sans en venir aux mains, mais avec un débat politique que nous construisons de manière, vigoureuse et offensive, parce que nous pensons que l'urgence est là. Daniel Obono, il y a pas mal de sujets d'actualité sur lesquels on souhaite vous faire réagir. On va parler des européennes et de la question migratoire dans quelques minutes, mais on voit beaucoup tourner sur Internet depuis avant-hier cette vidéo du rappeur MHD qui montre des violences policières présumées lors d'une interpellation dans le 19e arrondissement sur la personne de son grand frère. L'IGPN, c'est sérieux puisque l'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale, a été saisie. Une réaction parce que je crois que votre circonscription touche certains secteurs du 19e arrondissement. Oui, effectivement. Mais écoutez, moi j'ai vu comme beaucoup de gens ces images qui sont extrêmement choquantes et j'espère et je serai attentive en tant
que députée, encore une fois, alors en tant que citoyenne et militante engagée, ça me choque énormément, mais en tant que membre de la commission des lois, je serai très attentive parce que j'ai comme responsabilité de garantir la sûreté, le droit à la sûreté, le droit à la sécurité bien sûr, mais aussi la sûreté de tous nos concitoyens et concitoyennes. De ce qui apparaît là, il y a un abus du pouvoir de police qui remet en cause, y compris la crédibilité de nos forces de police. Donc j'espère bien que l'IGPN va mener un travail jusqu'au bout et qu'on arrivera à avoir des explications et que les personnes qui sont là victimes de violences extrêmement graves auront justice et pourront avoir justice face à ces faits. Charlotte. Un autre sujet d'actualité, il y a un an naissait le mouvement MeToo, suivi de la vague Balance ton porc. Est-ce que les choses ont changé en bien, selon vous, en un an, dans la libération de la parole de la femme, où le chemin est encore énorme, ça c'est sûr, mais dans quelle mesure a-t-il avancé ? Mais il a avancé ne serait-ce que parce qu'on en parle, on en parle encore, que tout cela n'a pas été passé par perte et fracas, et on entendait souvent à ce moment-là des commentaires qui disaient que c'était un effet de mode. Non seulement c'est une réalité qui dure depuis très longtemps, systémique, on l'a vu avec les témoignages, l'ampleur dans tous les milieux, toutes les catégories. Aujourd'hui, les femmes en France, en Europe et à travers le monde sont victimes de toutes sortes de violences. Et c'est un problème grave et auquel il faut s'attaquer de manière volontariste. Donc malheureusement, on pourrait dire un an après, je ne crois pas que les choses aient changé en termes de recul des violences. On en a des témoignages tous les jours, mais je pense et j'espère que l'expression et ce qu'on appelait la libération de la parole a donné confiance à non seulement des victimes de parler, de témoigner, et donc les a aidés aussi dans ce processus de se reconstruire, et a donné des arguments au mouvement pour l'égalité réelle et pour la lutte contre les violences. J'espère qu'il y aura énormément de gens dans la rue le 23 novembre prochain, qui est la journée internationale sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et j'espère aussi qu'on aura en termes de moyens, très concrètement, des avancées un peu plus significatives que ce qui a été fait jusqu'à présent. Daniel Obono, vous restez évidemment avec nous. On va parler des européennes et de la fameuse question migratoire dans un instant sur France Info. 8h50, Stéphane Milhomme, toute l'info. La disparition du président d'Interpol, toujours digne d'un polar. Sa famille a alerté la police lyonnaise. Le chinois Meng Hongwei reste introuvable. Il a quitté Lyon il y a quelques jours, siège de la police criminelle internationale, pour rejoindre la Chine. Un quotidien chinois dit qu'il aurait été interrogé par la police, mais Pékin garde le silence ce matin encore. La France vient d'ouvrir une enquête. Un soutien aux réfugiés et au travail de SOS Méditerranée. Des rassemblements sont organisés aujourd'hui dans plusieurs villes pour l'Aquarius, le bateau qui leur vient en aide régulièrement au large de la Méditerranée. Hier, une vingtaine de militants d'extrême droite, des identitaires, ont envahi les locaux de l'ONG à Marseille et 22 personnes ont été interpellées. Un avion rempli de marchandises décolle aujourd'hui de la France, direction l'Indonésie. Le ministère des Affaires étrangères envoie entre autres 18 générateurs électriques, une unité de traitement d'eau à même de fournir de l'eau potable à près de 80 000 personnes par jour. Sur l'île des Célèbes, le dernier bilan est de plus de 1500 morts et près de 1000 disparus. Et puis l'hommage national hier, l'intimité familiale et les proches aujourd'hui. Les funérailles de Charles Aznavour se déroulent ce matin en la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste de Paris. Le chanteur sera ensuite inhumé au cimetière de Montfort-l'Amaury, c'est à l'ouest de Paris. L'invité de 8h30 sur France Info jusqu'à 9h avec notre invité Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Dans 8 mois, les Français voteront donc pour les élections européennes, en tout cas ceux que ça intéresse. Est-ce que ce n'est pas un peu court de faire comme le fait La France Insoumise, sachant de réduire ce vote à un référendum pro ou anti-Macron, sachant que les enjeux européens dépassent finalement un cadre qui serait strictement franco-français ? Non, nous ne croyons pas, parce que d'abord nous voulons faire en sorte que le plus grand nombre de personnes et de citoyens et citoyennes s'intéressent à ce scrutin, parce que effectivement c'est des enjeux plus largement que la question du Parlement, parce que malheureusement le Parlement n'a pas de pouvoir, le Parlement européen notamment vis-à-vis de la Commission, mais parce que les enjeux c'est effectivement quelle Europe voulons-nous, et que l'Europe actuelle nous y opposons
à cause de ce que ces politiques, les politiques qui sont menées aujourd'hui partout en Europe, la manière dont elles se traduisent très concrètement dans la vie des citoyens en Europe et en France. Et si nous disons que c'est un référendum anti-Macron, c'est parce que très concrètement, les politiques européennes aujourd'hui sont appliquées par ce gouvernement et on en voit les conséquences tous les jours. Nous les combattons tous les jours à l'Assemblée nationale et les Français et les Françaises s'en rendent compte de manière sonnante et trébuchante, y compris dans leur quotidien. Donc c'est une manière en fait d'incarner et de traduire très concrètement ce qui pourrait apparaître comme un débat philosophique. Il y a les gentils, les méchants, ceux qui veulent la concorde et l'unité, et puis les méchants populistes ou nationalistes. Donc non, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce qu'on veut continuer à déréguler et à casser les services publics comme le demande la Commission et comme l'applique de manière très zélée Monsieur Macron et sa majorité, oui ou non? Est-ce qu'on veut continuer à libérer déréguler les services publics et à mener une politique, y compris de répression par rapport aux migrants et aux migrantes, ou est-ce qu'on pense qu'il faut mieux partager les richesses? Voilà, donc il y a ces choix-là à faire et ça s'incarne aujourd'hui par la politique de Monsieur Macron qui s'est présenté d'ailleurs comme le héros de la Commission et prêt à appliquer toutes ces politiques. À propos des migrants, puisque vous en parlez, ce sera un sujet central des européennes. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui a choisi de ne pas signer un manifeste pour l'accueil des migrants, engagé notamment par Mediapart. Il s'en expliquait sur France 3. Vous ne le signez pas? Non, je vais vous dire pourquoi. Mais bon, il y a un petit côté mondain à tout ça. Je ne suis pas d'accord pour faire comme si l'immigration était quelque chose de naturel, de désirable, de souhaitable. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, signer un manifeste pour l'accueil des migrants, c'est un truc mondain, de bobo, selon vous. Je rappelle juste qu'une partie, la majorité des députés de la France Insoumise ont choisi de ne pas le signer également. Non, mais je pense qu'il ne parlait pas tellement du manifeste, mais du débat qu'il y aurait autour et de la création de toute pièce de clivage au sein de notre mouvement. Enfin, il va très vite sur le fond. On vient de l'entendre, il va très vite sur le fond quand il explique. Oui, mais sur le fond, je rappelle quand même que nous sommes le groupe qui a déposé plus d'une centaine d'amendements lors du débat sur le projet de loi Asile et Migration de ce gouvernement. Donc on voit une tradition très concrète en France d'une politique malheureusement aujourd'hui partagée de Monsieur Macron à Monsieur Orban, en passant par Monsieur Salvini au niveau européen, contre les migrants. Nous avons mené un débat de plusieurs mois, passé des jours et des nuits à l'Assemblée nationale à entendre les pires horreurs, en parlant de submersion, Monsieur Collomb, en parlant de ONG qui faisaient le jeu des passeurs dans la bouche même de membres de la majorité La République En Marche. Et je ne vous rappelle pas l'actualité récente d'un groupe d'extrême droite qui, après avoir été dans les Alpes pour empêcher le passage des migrants, ils ont saccagé. Voilà. Et tout le débat. Mais pour en revenir à la France Insoumise, est-ce que la position de la France Insoumise est claire sur la question? Et je pense que je vous renvoie à ces débats-là que moi j'ai menés en tant que chef de file du groupe sur ce sujet, mais qui a été mené par l'ensemble et les 17 membres de la France Insoumise. Donc pourquoi réduire pour l'accueil des migrants sinon ce manifeste? Et je vous renvoie également en fait à la brochure de plusieurs dizaines de pages où nous avons expliqué nos positionnements. Donc réduire la position de la France Insoumise que vous avez vu et entendu et lu se déployer pendant des mois, qui est une position de solidarité et la position la plus raisonnée et raisonnable sur le sujet, pour ou contre un manifeste avec lequel on a beaucoup d'accords, mais sur lequel nos confrères de Libération écrivent ce matin que votre consoeur de l'Assemblée, Clémentine Autain, qui a signé ce manifeste, serait ostracisée au sein du parti. Est-ce que c'est de la fake news ou il y a un vrai débat au sein du parti là-dessus? Écoutez, je vous rappelle qu'on est 17 membres au sein de la France Insoumise, encore une fois, rappelons les faits, avoir mené ce débat-là, tous ensemble. Clémentine Autain, comme moi, nous sommes exprimés à la tribune et nous exprimions l'avis de l'ensemble du groupe. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que Libération a choisi... Il pourrait y avoir des divisions au sein du parti, ça arrive. Je sais pourquoi Libération a choisi d'avoir cet angle-là, mais je dis, c'est, comme diraient les anglo-saxons, total bullshit, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, voilà... On se retrouve quand même, je vous rappelle, aujourd'hui, on a des groupes d'extrême droite qui font la police aux frontières, qui s'attaquent à des associations humanitaires. Et le débat, ce serait la position de la France Insoumise qui a toujours été
très clair. Les 17 députés, je le rappelle encore une fois, ont mené pendant des mois, aux côtés d'autres députés d'ailleurs, que ce soit des députés communistes, des députés de Nouvelle Gauche et même quelques députés de La République En Marche qui avaient encore une conscience, une bataille sans concession contre la politique que met en place aujourd'hui le gouvernement Macron. Et aujourd'hui, c'est nous qui devrions nous justifier. Je trouve ça intolérable. Nous serons présents et nous sommes présents. Je suis députée, je finis vraiment là-dessus parce que c'est important. Je suis députée de la 17e circonscription. Aujourd'hui, à Porte de la Chapelle, il y a des centaines de personnes qui sont laissées à l'abandon. La politique de M. Macron, c'est ça. C'est le rejet, c'est donner des tribunes à l'extrême droite et c'est laisser des gens vulnérables se faire sous-exploiter. Je suis obligé de vous couper, sinon on va nous couper malheureusement et je ne pourrai plus parler. Parce que je trouve ça vraiment extrêmement insultant de remettre en cause la cohérence et la solidité et l'opposition que nous avons ce matin sur France Info. Merci Charlotte Chaffonjon. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.